Bien, je suis ravie de vous connaître, de te connaître. Quand je parlais de discrimination, on m'a dit qu'il faut absolument que tu rencontres Louis. Donc j'espère qu'on aura tout à fait l'occasion. Oui, je vois des signes de la tête là-bas. J'aimerais beaucoup qu'on discute surtout sur les choix des textes quand on anime ces ateliers. Alors, je pense que la recherche des études nous disent que quand il y a des violences conjugales, je pense que c'est à ça, surtout pendant la grossesse, mais aussi simplement dans le couple, le risque de la maltraitance est énorme. Je crois qu'il y a des études, c'est McGuigan qui a fait une étude, c'est des équivalences de PMI en France, en comparant les familles où il y avait de la violence conjugale à la naissance et celles où il n'y en avait pas, qui à 5 ans ont montré que les enfants, il y avait un risque d'abus physique multiplié par 5, d'abus sexuel par 3, ces mêmes enfants. Je crois que c'est quelque chose qui est encore, au point de vue clinique, on le sait, on a, nous, vous avez la même chose au niveau des dépistages systématiques dans le dossier médical, pendant la grossesse, surtout à la naissance, donc des demandes de dépression, ce qu'on sait qui favorise aussi la maltraitance, qui accompagnent la maltraitance, c'est-à-dire la dépression, la mère qui est déprimée, l'utilisation de substances toxiques. Et donc on a en tous les cas dans notre hôpital, on a des grilles où effectivement on fait des dépistages, c'est peut-être un peu l'américaine, des dépistages systématiques qui mettent donc des femmes dans des catégories à haut risque ou à moyen risque, et donc on les perd dès qu'elles ont un suivi quand elles sont à haut risque avec justement des traitements, et on les accompagne dans elles sont opérées avec un binôme psychiatre pédiatre jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, de façon à dépister justement ces maltraitances. Je pense que même si on est en retard entre ce que la recherche nous dit, les études scientifiques, et comment on applique ça dans la pratique. Donc je pense qu'on a encore du mal à faire ça. La médecine narrative est bien métier, surtout si on travaille avec des néonatologistes, de pouvoir adresser ça et de pouvoir avoir encore une discussion et de pouvoir mettre ça en exergue. Donc je pense qu'il y a, je ne pense pas qu'on le fasse, mais s'il y a des tests, des espèces d'échelles, des hiérarchies où on identifie les familles à risque, on a encore peu de discussions entre justement les pédiatres, les gynécos. Ça paraît intéressant d'avoir par exemple des discussions et des ateliers entre ces groupes, et que la médecine narrative aurait en fait quelque chose à apporter. Je me souviens d'un cas, souvent c'est les cas qui nous sidèrent, c'est comme ça quelquefois on s'aperçoit de ces problèmes. Je me souviens d'un petit bébé de 3 mois qui était venu aux urgences. Les parents étaient d'origine travaillaient à Colombie, c'était étudiants en fait, venaient de Chine. Et la mère est venue parce que le bébé avait des bleus sur les jambes. Et elle a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que le bébé est né et que j'allaite mon bébé, le père, mon conjoint, est très jaloux. Et il dit que je ne passe pas suffisamment de temps avec lui, que tout le temps que j'ai est passé avec le bébé. Je change le bébé, j'allaite le bébé. Donc, sur ça, on a fait des examens, effectivement, c'est pas avec des fractures qu'on n'aurait jamais vu, qui sont des fractures qu'on décrit, qui en fait étaient bien décrites par un collègue français à l'époque, Catherine Adamsbaum et Caroline Saint-Marc, où en fait, les pères qui sont souvent frustrés
souvent en changeant les couches du bébé, font un mouvement de torsion sur les genoux. Mais cette idée d'un bébé de 3 mois avec la mère qui pousse, encore une fois, éduquée, qui dit mon père est mari, il est jaloux, c'est toujours un cas qui me sidère. Est-ce qu'on pourrait faire un meilleur travail, encore une fois, en décelant, en éliminant les biais, en utilisant la médecine narrative? Je pense qu'il faut ajouter la médecine narrative à toutes les choses qu'on ajoute, que ça soit des grilles de dépistage qui ont leur valeur, mais je crois que pouvoir en discuter, j'espère avoir répondu à ta question. Répète-moi que je comprends la question. Parce que... Oui, des fois certaines femmes ont des expériences ici, à l'hôpital, mais elles vont sous-jouer, elles undermine cette violence, parce qu'elles se disent en fait, elles ont sous-estimé. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre en charge quand la personne elle-même je pense que c'est déjà qu'il faut avoir le temps. Je ne connais pas, je ne peux pas dire, je me souviens d'un cas exactement comme ça, où je ne sais pas même si c'est adressé. Tu sais, on a souvent, c'est des grilles où tout le monde est... Il ne faut pas que les patients restent trop longtemps à l'hôpital parce que ça coûte cher. Il faut les envoyer dès qu'ils sont nés, on les renvoie. Donc, c'est des grilles. Donc, je crois que aussi c'est la valeur des grilles qui dépistent certaines choses, mais si tu ne veux pas poser ou approfondir la question, ben, tu n'es pas obligé. Donc, comment on peut ajouter ou se rendre compte, c'est peut-être un petit peu ce que Sayatani, quand elle parle d'humilité narrative. Là, je ne sais pas où tu te rends compte de ce que tu ne sais pas en tant que narrative humility qu'elle a décrit et publié dans le Lancet, en tant que soigner ce que tu ne sais pas et comment l'autre, comment le soigner peut t'aider à comprendre. En fait, c'est un partenariat aussi où tu apprends de l'autre. Mais comment poser la question? Peut-être je vais te poser la question. Comment faire? Tu as une... Oui, en partie la médecine narrative, et puis après une sensibilisation aussi dans les discussions, peut-être plus large dans la société, peut-être ces choses-là. Travailler. Oui, oui.